L'industrie des jeux de hasard est en plein boom. Sur Internet, les joueurs sont à l'affût du jackpot, tout comme le crime organisé. Si on veut enquêter sur le crime organisé en Allemagne, il faut s'intéresser aux jeux d'argent. Flux financiers opaques, fonctionnaires corrompus, trains de vie luxueux, c'est le crime organisé qui semble rafler la mise. Et les chasseurs de mafiosi regardent de près ce nouveau pactole aux mains des organisations criminelles. Les chefs de la Cosa Nostra en Sicile, de l'Ndrangheta et de la Camorra dans le sud de l'Italie se sont réunis pour dire « On a un problème. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent ?» Le meurtre fait partie de leur stratégie. D'ailleurs, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia en savait trop et l'a payé de sa vie. En effet, des sommes colossales sont en jeu. Le secteur va continuer à se développer. C'est la loi du marché. Les possibilités de gains sont énormes. D'ici quelques années, les jeux en ligne généreront autant de bénéfices que l'ensemble de l'industrie du jeu aujourd'hui, soit 265 milliards de dollars. Le client idéal est quelqu'un qui joue de manière régulière, excessive et compulsive. Beaucoup perdent tout. Certains y laissent même leur vie. Environ 20% de notre file active avait déjà fait une tentative de suicide en lien avec les problèmes de jeu. Tout a commencé quand j'avais 16-17 ans. J'allais au casino avec des camarades de ma formation. Et pendant cette période, j'ai perdu une somme relativement importante. Je dirais 100 à 150 000 euros. Aujourd'hui, les jeux de hasard se pratiquent majoritairement sur Internet, dans le salon, au travail, voire dans les chambres d'enfants. Les bandits manchots et autres machines à sous ont migré des casinos vers le monde virtuel, le cyberespace. Ils sont accessibles partout et à tout moment. Une seule chose n'a pas changé, ils font miroiter le gros lot. Mais qui sont les grands gagnants de ce secteur qui génère des milliards de bénéfices ? En Europe, des millions de personnes jouent régulièrement sur la toile. L'offre est immense et pas toujours légale. Ce qui est autorisé en Allemagne peut être interdit en France. Sur le net, les frontières nationales disparaissent et les opérateurs de jeux trouvent toujours un pays plus laxiste dans la délivrance de licences. Malte, à une centaine de kilomètres de la Sicile, était autrefois une colonie britannique et un rempart contre les invasions ottomanes. Aujourd'hui, l'île est une destination touristique prisée. En 2004, Malte a été le premier membre de l'Union européenne à libéraliser le marché des jeux de hasard. En réduisant les taxes et les redevances sur ses activités, l'île est devenue un véritable Eldorado en Europe. Les jeux en ligne représentent ainsi 12% du produit intérieur brut. Pour ce petit pays d'à peine 500 000 habitants, c'est une aubaine, ce qui n'a pas manqué d'éveiller l'intérêt des organisations mafieuses. Il n'est pas étonnant que des personnes aux intentions criminelles viennent exploiter les failles des autorités chargées de faire respecter la loi. Parce que les autorités ne s'en préoccupent pas. Ou pire encore, elles ferment les yeux. Elles sont au courant des crimes qui sont commis sur l'île.
Avec une police et une justice efficaces et indépendantes, on pourrait faire tomber les coupables. L'État est pris en otage par une organisation criminelle. En cause, l'autorité de surveillance maltaise, la Malta Gaming Authority, ou MGA. Depuis l'octroi des premières licences, la corruption est ici la règle. Plusieurs directeurs ont dû démissionner précisément pour cette raison. Carl Brinkat, qui est à la tête de la MGA depuis près de 2 ans, donne une réponse lapidaire à notre demande d'interview. Merci de nous avoir contactés, mais nous ne sommes pas en mesure de vous accorder cette interview. Derrière cette réaction se cache sans doute une nouvelle affaire de corruption. Jason Farrugia, le directeur technique de la MGA, comparaît actuellement devant le tribunal. Il est accusé d'avoir vendu des informations confidentielles à un consultant extérieur, Josif Galea, et d'avoir empoché en échange près de 130 000 €. Comme le révèle le scandale des Paradise Papers, Josif Galea n'en est pas à son coup d'essai. Après un passage à la MGA, il a travaillé comme directeur ou conseiller juridique indépendant pour plusieurs sociétés de jeux d'argent, notamment une plateforme en ligne contrôlée par la mafia, Bet Solution for You Limited. Les acteurs du crime organisé doivent trouver le moyen de transférer des fonds en leur donnant une apparence légale. Et ils utilisent pour cela les jeux d'argent et les jeux en ligne. C'est un fait avéré. On a pu écouter des conversations entre les grandes familles, les principales organisations de la mafia qui ne travaillent pas ensemble normalement. Les chefs de la Cosa Nostra en Sicile, de la 'Ndrangheta et de la Camorra dans le sud de l'Italie se sont réunis pour dire « On a un problème. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent ?» Isclif Farrugia était à l'époque le directeur de la MGA. Lui aussi a dû donner sa démission à cause de sa proximité avec Jörgen Fenech. Ce milliardaire, propriétaire de plusieurs casinos et entreprises, est impliqué dans une affaire de meurtre. Le 16 octobre 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia est assassinée dans un attentat à la voiture piégée. Elle dénonçait courageusement la corruption à Malte. Ni les menaces ni les diffamations ne l'ont empêchée de mettre au jour les sombres affaires des hommes au pouvoir et des hommes de main. Pendant des années, elle a également enquêté sur les agissements de Jörgen Fenech. Daphne Galizia a été tuée en octobre 2017. 6 semaines plus tard, en décembre, la police a retrouvé les personnes qui avaient posé la bombe dans sa voiture et utilisé leur téléphone pour la faire exploser. Les meurtriers ont été inculpés et on a commencé à faire des recherches sur eux. On a découvert qu'ils avaient été au chômage toute leur vie, mais qu'ils possédaient des bateaux et des voitures de luxe. Comment peuvent-ils mener un tel train de vie sans être en mesure de justifier leurs revenus ? Lors d'une enquête sur leurs opérations de blanchiment d'argent, il est apparu qu'ils avaient joué dans des casinos maltais et qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent. Sur une période de 3 ans, l'un des tueurs a joué environ 500 000 € dans le casino qui appartenait à Jörgen Fenech. Et il n'a presque jamais perdu. Chaque jour, dans le monde entier, quelques 300 millions d'euros sont mis en jeu dans les casinos en ligne. Des montages de sociétés opaques permettent de dissimuler les flux financiers.
La mafia trouve là une configuration idéale pour générer des revenus sans payer d'impôts et blanchir l'argent issu d'autres activités criminelles. La libre prestation de services fait partie des 4 libertés fondamentales de l'Union européenne. Les entreprises peuvent proposer leurs services dans tous les États membres. Un principe dont les criminels profitent également. Depuis 2009, les jeux en ligne sont de plus en plus réglementés au sein de l'Union. L'objectif est de garantir des recettes fiscales et de protéger les joueurs. Il existe pour cela 2 options, créer des monopoles d'État ou accorder des licences à des entreprises privées. Ce qui est autorisé ou interdit varie d'un pays à l'autre. L'Europe demeure un patchwork en matière de réglementation des jeux de hasard. La mafia italienne a vite compris qu'elle pourrait utiliser les jeux de hasard sur Internet pour blanchir facilement l'argent de ses activités criminelles. Donc elle a transféré à Malte son centre opérationnel pour les jeux en ligne, ce qui lui permet bien sûr de se livrer à toutes sortes de pratiques frauduleuses et notamment au blanchiment d'argent. Mais il y a un autre pays où la dissimulation de capitaux et le blanchiment d'argent sont importants. C'est l'Allemagne. Les fonds sont transférés à partir de comptes maltais et placés par exemple dans des biens immobiliers ou des entreprises. C'est très préoccupant. Catane est depuis toujours l'un des hauts lieux de la mafia sicilienne. Mais c'est aussi le centre financier de l'île. En plus d'avoir développé une économie parallèle en Sicile, la Cosa Nostra est devenue un groupe criminel international qui entretient des liens avec d'autres organisations mafieuses. Juridiquement, la Guardia di Finanza, la police financière italienne, est un corps militaire placé directement sous les ordres du ministère des Finances à Rome. Elle combat le crime organisé en frappant là où ça fait mal, l'argent. Et c'est payant. Depuis 2015, elle a saisi près de 7 milliards d'euros d'actifs dans le secteur des jeux en ligne. La mafia, c'est le jeu. Le jeu, c'est la mafia. Tous deux sont étroitement liés. Il faut dire que dans certains cercles, les jeux de hasard sont considérés traditionnellement comme la chasse gardée de la mafia. Le jeu est, pour ainsi dire, un espace physique et économique aux mains de la mafia. En 2021, la Guardia di Finanza a réussi un coup de maître. Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania che ha portato questa mattina a 23 misure cautelari, 12 in carcere, 2 domiciliari e 9 misure interdittive dell'esercizio dell'attività commerciale. I militari del nucleo PEF di Catania hanno sequestrato quasi 180.000 euro in contanti occultati nel doppio fondo di un'autovettura. Nous avons découvert qu'il s'agissait d'un système parfaitement huilé qui gérait de manière hiérarchique et particulièrement efficace la collecte illégale de paris, surtout en Sicile. Mais nos recherches ont aussi révélé que sur tout le territoire italien, des antennes étaient chargées d'exécuter des opérations suspectes. C'est dans ce contexte que mon service a mené ses investigations. Nous avons enquêté sur quelques personnes ciblées qui appartenaient au clan historique Santa Paola Ercolano. Le groupe mafieux Santa Paola doit son nom à son fondateur, Benedetto Nito Santa Paola.
Un prétendu homme d'honneur, c'est-à-dire quelqu'un qui avait juré fidélité à la Cosa Nostra et qui était à la tête du clan de Catane. À la fin des années 1970, il contrôlait tout l'est de la Sicile. Il s'était allié avec le tristement célèbre Salvatore Totorina, le chef des Corleonesi, qui avait mis la main sur la partie occidentale de la Sicile. L'opération Doppio Gioco, double jeu en français, a duré 6 ans. À son terme, en mars 2021, on avait enquêté sur 336 suspects et arrêté 23 personnes pour jeu d'argent illicite, fraude fiscale et blanchiment de fonds. Selon le réquisitoire de 400 pages, 62 millions d'euros auraient été blanchis et injectés dans le circuit économique légal. Outre la saisie d'argent liquide et d'actifs d'une valeur de 80 millions d'euros, des avoirs d'un montant de 160 millions d'euros ont été confisqués en mars 2022 dans le cadre de l'opération Totem. Par ses actions spectaculaires, l'État italien a prouvé qu'on pouvait lutter efficacement contre le crime organisé si on en avait la volonté politique. Les enquêtes ont également fait apparaître les liens de la mafia avec l'Allemagne. Par ailleurs, nous avons établi que les énormes sommes d'argent que cette organisation a générées par des voies illégales ont été réinvesties. Elles ont été injectées dans des entreprises commerciales, mais aussi dans des biens immobiliers ou mobiliers. C'est en Allemagne que nous en avons trouvé la preuve la plus éclatante. Là-bas, un des membres de l'organisation a été surveillé et dénoncé parce qu'il aurait favorisé Santa Paola Ercolano. Le clan avait investi non seulement en Italie, mais aussi à l'étranger et en particulier en Allemagne. C'est Carmelo R. qui dirigeait les activités en Allemagne. Il a investi l'argent de la mafia dans plusieurs entreprises de restauration près de Heilbronn, dans le sud du pays. Si on veut enquêter sur le crime organisé en Allemagne, il faut s'intéresser à l'industrie des jeux d'argent. Dans le monde, aucun secteur économique n'est contaminé à ce point par les organisations criminelles. En Allemagne, cela n'apparaît pas encore au grand jour, mais des enquêtes montrent que c'est pourtant bien le cas. Contrairement à ce qui se passe en Italie, ces criminels tombent rarement dans les mailles de la justice allemande. En automne 2022, un homme qui a des liens étroits avec l'autorité de surveillance maltaise, la MGA, comparaît devant le tribunal de Francfort. Josif Galea était gérant de la Tipbet Limited, une société de jeux en ligne qui opère toujours en Allemagne avec une licence maltaise. Les accusés sont impliqués dans 20 à 32 affaires de fraude fiscale, dont 11 à 22 particulièrement graves parce que les sommes dissimulées aux impôts étaient colossales. L'accusation repose sur le fait qu'à différentes périodes, les deux suspects ont été gérants d'une société de paris sportifs basée à Malte. Entre 2016 et 2020, ils ont proposé des paris à des clients résidant en Allemagne via Internet et via des équipements de jeux physiques installés dans des établissements en Allemagne. Et ils ont passé des contrats publicitaires liés à cette activité. Bien souvent, le droit fiscal est le dernier recours dont la police allemande dispose pour arrêter des criminels. Les flux d'argent de l'industrie du jeu n'aiguisent pas seulement l'appétit de la mafia. Le boom de la filière a engendré une énorme machine publicitaire visant à attirer les nouveaux joueurs.
Si un joueur dépose 100 € par carte Visa dans un casino et qu'il les perd, la somme est répartie entre plusieurs acteurs. Visa perçoit 3%, la banque touche 2%, l'opérateur de jeu auprès duquel le joueur a perdu reçoit 10%, et l'intermédiaire par lequel le joueur passe empoche jusqu'à 65%. Cet intermédiaire, qu'on appelle l'affilié, peut être un adolescent qui crée un site web dans sa chambre, un expert de Google Ads ou encore le manager d'un casino physique qui veut diriger des clients vers son site. N'importe qui peut être affilié, pour peu qu'il sache trouver des personnes qui veulent jouer et lui font confiance lorsqu'il recommande tel ou tel casino. Au Casino Beat Summit, le rendez-vous annuel des professionnels des jeux en ligne, l'heure est à l'optimisme. Les affiliés sont de la partie. Mais comment devient-on affilié au juste? Et comment le système fonctionne-t-il? Une simple recherche Internet sur les affiliés de jeux de hasard donne des milliers de résultats. Pour trouver de nouveaux joueurs, les casinos en ligne sont prêts à débourser des sommes astronomiques et une bonne part de cet argent va aux affiliés. Les affiliés ont 3 moyens de gagner de l'argent. Ils peuvent facturer un CPA, un coût par action au casino. C'est un montant fixe pour chaque joueur qu'ils trouvent. Ils peuvent aussi obtenir un pourcentage sur les pertes que le joueur subit pendant tout le temps qu'il joue au casino, soit en général 50%. Ou alors, ils peuvent conclure un accord mixte qui leur assure un petit CPA, de l'ordre de 50 à 60 €, et un pourcentage plus faible sur les pertes, soit 30 à 40%. C'est l'option la plus populaire parce qu'elle combine le meilleur des deux autres. Les réseaux sociaux offrent également une place de choix aux jeux de hasard. Sur YouTube, et plus encore sur la plateforme Twitch d'Amazon, les machines à sous virtuelles rapportent gros. En partenariat avec des casinos en ligne, les streamers gagnent visiblement des millions. Parmi les streamers sur Twitch, on trouve des superstars aux millions d'abonnés. L'objectif est d'inciter le plus de monde possible à jouer. Très récemment, depuis 2020-2021, on a vu apparaître des streamers qui pariaient 500 ou 1000 € par tour. Les gens pensent que c'est de l'argent réel. Le problème, c'est que ça donne une image très négative des jeux de hasard, surtout quand on voit des joueurs miser des sommes insensées. Ce n'est absolument pas de l'argent réel. C'est évident parce que ces personnes vivent dans un 2 pièces, qu'elles misent gros et perdent 4 ou 5 millions d'euros par jour. C'est fou. Aujourd'hui, la plupart des streamers de casino vivent et travaillent à Malte, près de leurs clients. Mais tous ne promettent pas le jackpot. Cet homme, qui se fait appeler Spintwix, est néerlandais. Il a quitté les Pays-Bas car il est interdit d'y jouer publiquement sur des plateformes étrangères. Il fait partie des rares streamers à jouer avec de l'argent réel, le sien, mais à des conditions très spéciales. Il prétend que pour lui, la communauté passe avant tout. Depuis qu'il s'est lancé dans cette activité il y a 4 ans, il a pu rassembler près de 25 000 abonnés. À travers les chats en direct, il en connaît beaucoup presque personnellement. Hello everyone, good afternoon, good to see you all. Nico, good to see you Matt and Rambler, good to see you. Christian, hello, hello. Ariogo, thank you very much for the follow, welcome. So now, 761 people have entered, so you have time to still sign up. Hey Tiger, good to see you. Stone, good to see you. How's everything? Jason, thank you very much for the best of luck. Hey baby. Keith, thank you very much for the good luck. Good to see you. Hey third day player, how's everything? So what is this? What is this?
Il y a un modèle qu'utilisent la plupart des streamers légaux ou ceux qui jouent avec de l'argent réel. On demande des bonus de dépôt aux exploitants de casinos. Ça équivaut à l'offre de bienvenue que les nouveaux clients reçoivent. Ça nous permet de toucher 100% de bonus de dépôt sur notre argent. C'est l'offre de bienvenue standard pour tout nouveau joueur. Sauf que nous, on l'empoche 3-4 fois par semaine, voire plus. Donc si on stream pour 3 ou 4 casinos, on augmente ses gains et on a un peu plus d'avantages. Le casino perd de l'argent avec les bonus de dépôt et les offres de bienvenue. À long terme, c'est pas intéressant financièrement. Mais c'est un moyen de faire de la publicité et d'attirer de nouveaux joueurs. Et c'est pareil pour moi. Dans mon cas, les perspectives de rentabilité sont un peu meilleures sur le long terme. Mais on peut aussi perdre beaucoup d'argent. C'est très variable. On peut doubler son temps de streaming. Par exemple, si on dépose 100, on obtient 200. On a donc 2 fois plus de temps pour streamer. Voilà comment ça marche. Lorsque des abonnés consultent le site web de Spintwix et s'inscrivent à un casino qu'il a mis en lien, ils touchent beaucoup d'argent en plus, comme tout affilié. On connaît mal le modèle économique d'autres streamers. Ils ne sont disponibles que pour leur communauté et encore uniquement par chat. Mais ils s'y montrent d'une franchise étonnante. Ist sich nicht schlecht, weil du vielleicht andere süchtig machst. Weißt du, das ist halt einfach so ein Ding. Jeder muss ja selbst wissen. Number one so. Zweitens, ich zwinge ja niemanden zu zocken. Ich zock halt einfach. Wer zuguckt, guckt zu. Die Leute, die zugucken, zocken meistens schon selber seit Jahren. Fast niemand fängt wegen mir an. Und wenn sie es dann doch tun, obwohl ich schon gesagt habe, lass es, so wie ich es gerade auch schon gesagt habe, wo jemand gesagt hat, ey, so, hör zu, Digga. Brauchen uns nichts vorzumachen. Wenn so ein Casino zu dir kommt und dir so viel Geld bietet, ja, erzähl mir nicht, du würdest ablehnen, weil andere Leute... Hör auf. Keiner von euch wird das ablehnen. Keiner. You win or lose more money? I lose more than I win, but I make more money than I lose. Does that make any sense? Les jeux en ligne semblent nuire à l'image d'Amazon, propriétaire de Twitch. Le service de streaming a annoncé que dorénavant, il n'autorisait plus que les casinos qui remplissaient des conditions strictes en matière de protection des joueurs. Rothstein et ses abonnés ont décidé de passer à d'autres plateformes. Un casino attire en moyenne 500 à 2000 nouveaux joueurs par mois. Pour que l'affaire soit rentable, le dépôt moyen de ces joueurs doit être plus élevé que leur coût. Selon la taille du casino, il faut tenter d'augmenter les dépôts d'environ 100 000 € par mois. Sur l'argent qu'un joueur perd, l'affilié en touchera toujours le plus gros pourcentage. Il est très difficile de générer du trafic sur ce marché, et ceux qui y contribuent sont très bien payés. Si un affilié trouve un bon joueur qui fait plusieurs dépôts et perd une certaine somme d'argent, il sera très généreusement récompensé. Das 20-fache von dem, was du im Monat verdienst. So viel ist es. No cap. Ich wohne in einer 240 Quadratmeter Penthouse. So. Meine Miete kostet $4.000. Okay? Ich kann das zahlen so, ohne gar nichts. Ist nix, alright? Le recours aux streamers ne devrait plus être possible à l'avenir. Il est interdit de faire appel à des influenceurs dans la publicité. Et ces points, tels qu'ils sont formulés, ne sont pas suffisamment définis par la loi. On va donc pouvoir en débattre. Qu'est-ce qu'un streamer? Qu'est-ce qu'un influenceur? À partir de quand est-on un influenceur? Qu'est-ce qu'un utilisateur normal sur Instagram ou d'autres plateformes? Cette mesure nous paraît donc assez arbitraire. Tous ces points qui ne sont pas encadrés juridiquement par le traité allemand sur les jeux de hasard seront portés devant la justice.
Il est évident que la publicité joue un rôle dans l'addiction au jeu, comme c'est le cas pour d'autres addictions, et qu'elle provoque des dommages collatéraux. Les gros joueurs sont fidélisés, les produits normalisés, banalisés, glorifiés, et les risques d'addiction occultés. Les joueurs problématiques ont plus de risques de rechuter. On crée des besoins chez les mineurs. Tout cela, la recherche le montre très clairement et très nettement. But kids can watch it easily. Yeah, all right. Kids can watch it easily. It's not my responsibility to do something about it, you know? I'm not their parent. I gotta live my life the way that I want to live it. I'm not glorifying gambling. I'm not saying that you will make a lot of money. But if you're worried about kids watching this and being tempted to gamble, then I'm sure you've never seen FIFA games or any of these games that are usually more popular, where you can buy skins, Counter-Strike, like loot boxes, stuff like that. That's a whole like different level. Like even on your phone, there's so many applications where kids can gamble, but not slots. C'est vrai. Tous les enfants peuvent télécharger sans restriction d'âge des jeux tout à fait inoffensifs dans l'App Store. Ils peuvent par exemple jouer au foot de manière virtuelle, ou mieux encore, vivre la vie d'un professionnel qui aime bien aller au casino pour se détendre. On a mené une étude ici, à l'Université de Brême, sur les jeux de hasard simulés en ligne. On désigne par là les offres sur le net qui ressemblent structurellement aux jeux de hasard classiques, sauf qu'elles n'utilisent pas de l'argent réel, mais seulement des pièces ou des jetons virtuels. Et on a constaté que les jeunes qui étaient en contact avec ces jeux de hasard simulés en ligne passaient beaucoup plus vite au monde des jeux réels. Autrement dit, ces jeux d'argent simulés servent de produits d'appel. Ils éveillent l'intérêt des jeunes pour les vrais jeux d'argent qui ont l'air à première vue semblables, voire identiques, mais qui fonctionnent avec des algorithmes totalement différents. L'industrie des jeux d'argent en est bien consciente. Et c'est justement la cible de l'une de ces méthodes de publicité, ce qu'on appelle les casinos sociaux. Dans l'App Store et sur Internet, il existe de très nombreux moyens d'assouvir son instinct du jeu, souvent sans même devoir s'inscrire. Les joueurs utilisent des pièces de monnaie virtuelles. Mais on peut donner un coup de pouce au hasard, par exemple en achetant des bonus ou des jokers. Sauf que pour ça, il faut payer avec de l'argent réel, comme dans un véritable casino en ligne. Toute la question est la question de la définition du jeu d'argent. Est-ce que c'est de l'argent en bonne et due forme ou un bien qui pourrait se monétiser? Mais là, on est donc sur l'introduction de logiques de jeux d'argent dans des jeux tout court. Le problème essentiel entre ces deux espaces, c'est qu'ils ont des régimes de régulation totalement différents. Les jeux d'argent, en France, c'est le cas, mais dans la plupart des pays, est quand même un secteur extrêmement régulé, avec une régulation forte. Les jeux vidéo, les jeux sur portable, les jeux sur les réseaux sociaux n'ont quasiment aucune régulation. Le recrutement de nouveaux joueurs par les affiliés ou les casinos sociaux est une activité économique à part entière. C'est même le secteur de l'industrie des jeux qui engrange les plus gros bénéfices en prenant un minimum de risques. Dans les jeux en ligne, il y a beaucoup de perdants et aussi beaucoup de gagnants. La mafia gagne, les banques gagnent, tout comme la publicité et les plateformes en ligne, les prestataires de services de paiement et les analystes de données. Sans oublier bien sûr les casinos. Mais que font les États? Ils devraient imposer des règles, contrôler leur application et surtout protéger les joueurs. En juillet 2021, un nouveau traité sur les jeux de hasard est entré en vigueur outre-Rhin.
La création de la GGL, l'autorité allemande de régulation des jeux en ligne, est entérinée. Elle sera chargée d'encadrer et de réguler les pratiques. En contrepartie, l'État table sur des recettes d'environ 5,3 milliards d'euros. La mission de la GGL est de mettre en œuvre le traité sur les jeux de hasard. Mais 1 an après sa ratification, la GGL est encore en chantier. Concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, dans le préambule, l'objectif est clairement défini. L'instinct de jeu naturel de la population doit être canalisé dans un cadre légal. Une formulation qui évoque un spot publicitaire. Irgendwo im Mensch sitzt der Spieltrieb. Und hier im Altkreis Lübbecke sitzt die Firma, die ihn zu kitzeln weiß. Die Gauselmann-Gruppe. Ein Familienunternehmen, Spielautomaten, Sportwetten, Spielbanken, ein Milliardengeschäft. Pour moi, c'est clair. L'instinct de jeu naturel commence dès l'enfance. On le voit dans la nature avec les animaux qui jouent entre eux. Cet instinct est inné chez l'être humain. Et il n'y a pas forcément d'argent à la clé. Ça peut être simplement un match de foot ou une partie de tennis. Mais il peut s'agir aussi d'un jeu basé sur le hasard qui est payant et qui permet de gagner de l'argent. C'est la petite différence avec nous. On joue pour de l'argent. Depuis 65 ans, Paul Gauselmann cherche à tirer profit de l'instinct de jeu naturel de la population. À Espelkamp, dans le nord-ouest de l'Allemagne, il a restauré un château en ruine grâce à son empire du jeu, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 3,6 milliards d'euros. Le complexe abrite un centre de formation interne et un musée d'automates. Du jukebox en plaquage de noyer au distributeur de chocolat en passant par les machines à sous de toutes les époques, on trouve ici tout ce qui satisfait l'instinct du jeu. L'instinct du jeu doit être reconnu comme tel et assouvi sans causer de dégâts. Pour cela, l'État doit fixer des repères et faire preuve de bon sens. Il ne doit pas donner carte blanche à je ne sais quel détracteur, aussi bon soit-il. Il faut s'inscrire dans un cadre économique pour que tout le monde y trouve son compte, à savoir que le joueur ne perde pas pied, que l'État perçoive suffisamment d'impôts et que nous, en tant qu'entrepreneurs, on puisse s'y retrouver. Parmi les joueurs, certains rencontrent d'énormes difficultés et souffrent d'addiction. Ils finissent par tout perdre, leur famille et leurs moyens financiers. C'est une cause importante de suicide. Et c'est cette catégorie de joueurs qui joue beaucoup. Ils sont bien moins nombreux que les joueurs occasionnels, mais ils perdent nettement plus d'argent qu'eux. L'industrie des jeux se concentre donc sur ces joueurs compulsifs. Matthias Cooper, 38 ans, ne joue plus depuis 5 ans. Ce jour-là, j'étais de l'équipe du soir. Une fois de plus, j'ai joué au blackjack et je n'ai pas arrêté de perdre. Après le travail, je me suis dit, tout mon argent est parti en fumée, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me suis installé dans la voiture et j'ai gambergé. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas récupérer mon argent et je ne peux plus en trouver. Je me suis demandé sur quel compte je pouvais encore en grappiller un peu. Ils étaient tous vides. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma femme et je me suis mis à sangloter et à bafouiller. Elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai répondu, « J'ai encore joué et j'ai tout perdu. Je suis à bout, j'en peux plus. » Puis je suis rentré en vitesse à la maison, j'ai ouvert la porte, je suis rentré et je me suis effondré. Je me suis mis à pleurer sans pouvoir m'arrêter. L'addiction se caractérise par une perte de contrôle. Il peut arriver que le sujet entre dans une sorte d'état de transe, qu'il perde la notion du temps et de l'espace et soit complètement happé par le jeu. Ce phénomène entraîne une réaction biochimique. Un neurotransmetteur se propage dans le cerveau. C'est la dopamine, l'hormone de la récompense.
C'est la perspective d'une récompense qui déclenche sa sécrétion, bien plus que la situation gratifiante elle-même. Donc, quand ils pensent au jeu, les joueurs s'échauffent, leur cerveau s'active et ils ressentent le besoin impératif de jouer. Les joueurs compulsifs ne sont pas les seuls à souffrir. L'entourage est également touché. Je suis passé par prendre le chéquier d'une association pour payer mon jeu. Donc effectivement, voilà, cette association après du coup a porté plainte, donc j'ai eu un casier judiciaire qui m'a fait ensuite perdre mon travail, donc reconstruction aussi professionnelle. Je suis tombé quand même de haut par rapport à ça. Des difficultés aussi au niveau familial, parce qu'effectivement mes proches qui m'entourent perdent confiance envers vous, puisque vous leur mentez en fait en disant que cet argent qui est dépensé n'est pas fait pour jouer, alors qu'il part que dans le jeu. Donc on se retrouve à la fin du mois à découvert, à justifier des dépenses effectivement qui sont injustifiables, parce que en fait j'ai acheté ça sur internet, mais en fait non, c'était pour jouer. Donc une perte de confiance des proches et ça aurait pu briser ma famille, effectivement. Environ 1 300 000 Allemands sont accros au jeu et plus de 3 millions ont un comportement problématique. Des chiffres alarmants qui appellent une réaction ferme de l'État. Le système national d'évaluation des jeux, le LUGAS, a 3 leviers. Le premier est le fichier sur la limite de dépôt. Dans le traité sur les jeux d'argent, il est stipulé que chaque joueur ne peut pas déposer plus de 1 000 € par mois sur Internet. Le fichier calcule les montants versés en un mois et vérifie le total. Le deuxième levier est le fichier sur l'activité. Pour réduire la fréquence de jeu, il est établi qu'il est impossible de jouer en même temps à plusieurs jeux automatisés en ligne. Le troisième outil est ce qu'on appelle le safe server, ou serveur de sauvegarde, dans lequel les données des joueurs sont stockées et peuvent être ensuite consultées. 2 points font particulièrement débat. La fréquence à laquelle les rouleaux de la machine à sous virtuelle peuvent tourner et la limite de dépôt mensuel imposée aux joueurs. La Fédération allemande des casinos en ligne, la DOCW, envisage d'ailleurs une action en justice. Le législateur a déclaré « Il faut réglementer de très nombreux points. Comme nous connaissons mal ce marché qui n'existait pas auparavant, nous intégrons des règles détaillées dans la loi. Par exemple, pour les machines à sous virtuelles, une durée de jeu minimale et une mise maximale ont été fixées par la loi. Or, nous estimons que cette disposition légale n'est pas nécessaire, parce qu'elle ne sert pas les autres objectifs du traité fédéral. En d'autres termes, cette réglementation seule n'améliore pas la protection des joueurs. La publicité pour les jeux d'argent en ligne et le système d'affiliation doivent également être revus selon le traité fédéral. Reste à savoir s'il existe des affiliés en Allemagne. En cherchant par exemple onlinecasinodeutschland.com sur Internet, on tombe sur un sympathique rédacteur en chef d'une 40aine d'années. Cet ancien croupier évalue minutieusement les avantages et les inconvénients de différents casinos. Sur les 10 sites qu'il a sélectionnés, aucun ne détient une licence allemande. Dans un texte en petits caractères, il dit à propos de la situation légale « Pour jouer en toute sécurité sur Internet, les 80 millions d'Allemands peuvent visiter des casinos sérieux dotés d'une licence d'un pays de l'Union européenne grâce à la libre prestation de services en Europe. » Il omet de dire que pour cela, les 80 millions d'Allemands en question doivent se rendre à Malte. De même, lorsqu'on consulte la version allemande du site web dont l'adresse se termine par .de, on découvre un monsieur très aimable qui teste les casinos en ligne. Là encore,
tous les sites qu'il a retenus sont licenciés à l'extérieur de l'Allemagne. Concernant la situation juridique, il déclare « Les opérateurs dotés d'une licence allemande doivent remplir certaines conditions et disposent d'un choix réduit de jeux, alors que les exploitants de casinos en ligne ayant une licence d'un autre pays de l'Union européenne ont bien plus de liberté et ne doivent pas se plier aux réglementations allemandes. » Pas un mot sur les jeux d'argent illicites. Les casinos dont on fait la promotion sont illégaux et doivent s'attendre à ce que nous prenions des mesures contre eux, comme le prévoit la loi. Mais bien sûr, l'affiliation est aussi une activité illégale. Il s'agit d'une forme de publicité pour des jeux d'argent illicites. C'est pourquoi l'affilié doit s'attendre lui aussi à des sanctions de notre part. D'abord, nous lui adressons une mise en garde, disant que ces activités sont illégales. Si, à la suite de ce courrier, il n'y met pas fin, nous prononçons une interdiction à son encontre et lui infligeons une amende. Et si ces mesures ne donnent toujours aucun résultat, nous avons encore d'autres recours. Nous pouvons notamment stopper les flux d'argent vers l'affilié ou décider de bloquer son adresse IP. Tant qu'on écope tout au plus d'une amende, on trouve un accord à l'amiable et on paye cette somme d'argent. C'est considéré comme une redevance, ça entre dans les frais généraux. On ne dissuade personne de cette manière. Il faut faire appel au droit pénal et prononcer une peine de prison. Autrement, il sera difficile d'imposer la loi. Encore faut-il que l'autorité de régulation allemande et ses 110 employés puissent encadrer un secteur qui pèse plusieurs milliards. L'industrie des jeux met tout en œuvre pour interpréter, pour contourner ou empêcher les tentatives de réglementation nationale. Au rendez-vous annuel de la filière à Malte, les opérateurs se bousculent. La force de Malte, ce sont les 10 000 professionnels qui travaillent dans l'industrie des jeux en ligne. Et j'en fais partie. On vit ici et on s'y sent bien. C'est un pays magnifique. Mais le plus important, c'est cette masse de personnes qualifiées et compétentes. Des développeurs aux experts en marketing, en passant par les directeurs financiers et les PDG. Je m'appelle Dan Spencer et je travaille chez Epic Risk Management. Nous sommes venus présenter nos produits de formation et de conseil pour jouer en toute sécurité. Moi, c'est Stéphane. Je suis dans le secteur des jeux en ligne depuis 10 ans. Je travaille comme consultant freelance pour le marché allemand. Je m'appelle Kirill et je travaille chez Endorphina. On a une plateforme de jeux. On propose des machines à sous et d'autres jeux pour les casinos en ligne. Bonjour, je m'appelle Kevin Korpix et je suis chez Quantum Metric. On travaille avec des clients de tous les secteurs, y compris les paris et les jeux de hasard. Je suis Roberto Villani, responsable des jeux en ligne chez TrueLayer. C'est une plateforme d'open banking qui dispose d'un réseau dans plusieurs pays et banques d'Europe pour faciliter les dépôts et les versements immédiats. Je m'appelle Dimitri Völkle. Je suis le président de l'entreprise Gamomat Distribution. On met au point des technologies pour des machines à sous virtuelles. Je m'appelle Dan Morrison. Je suis le directeur commercial de Fast Track. On développe le service client de demain dans le secteur des jeux en ligne. Flow is really important because game designers are kind of designing for players to feel that moment where they are 100% engaged and nothing can really distract them from that moment. So I think it's very important that when you're applying gamification, you do not kind of disrupt that moment, right? Le studio de jeu est composé de concepteurs, d'ingénieurs du son, de psychologues et de mathématiciens. Dans notre entreprise, il y a une centaine de personnes qui se consacrent uniquement à la création de jeux. Parce que si quelque chose vous gêne dans une machine à sous, vous n'y jouerez pas. Certains jouent 3 heures d'affilée, voire toute la nuit ou toute la journée. Donc chaque plateforme essaie de concevoir un jeu qui capte l'attention des joueurs et les oblige, en quelque sorte, à rester.
Quand on crée un jeu, on souhaite évidemment que le client y joue avec plaisir et y revienne sans cesse. Mais il y a des règles à respecter. Certains comportements, comme le fait de cliquer de manière répétée, les mouvements de la souris, le scrolling ou d'autres interactions, sont révélateurs. Ce sont des indicateurs numériques qu'on peut étudier et analyser sous forme de données. Ils peuvent traduire l'insatisfaction du joueur et le pousser à quitter le site. Le but ultime est que le joueur soit le plus transparent et le plus manipulable possible, qu'il se plonge complètement dans le jeu et oublie tout le reste. Il existe 3 catégories de joueurs qui s'inscrivent dans un casino. D'abord, les joueurs occasionnels, dont le casino ne se préoccupe pas trop. Ils déposent de l'argent quand ils en ont envie et jouent quand ils s'ennuient. Ensuite, on a les joueurs sérieux qui font souvent et régulièrement des versements et s'arrêtent en général lorsqu'ils ont atteint un certain montant ou qu'ils ont perdu tout leur argent. Enfin, les flambeurs, pour qui il faut prendre des dispositions particulières afin qu'ils restent dans le casino. Les flambeurs sont les clients les plus recherchés et souvent les victimes tragiques des jeux en ligne. Après une semaine stressante au travail, le vendredi soir, on est chez soi, on a son téléphone portable dans la main ou on allume son PC et on fait tourner les machines à sous en mode automatique. On peut éventuellement prendre un verre de vin et allumer une cigarette. Il n'était pas rare que je joue jusqu'à 12 heures d'affilée et que je perde la notion du temps et de l'espace. Qu'est-ce qui vous motive à rester? Je pense que c'est la combinaison de nombreux facteurs. On veut réitérer sans cesse un gain et retrouver constamment ces images, ces bruits, ces animations. Quand on joue, en fait, on oublie les soucis de la vie autour, on est dans sa bulle, on est dans une espèce de quiétude où on se sent bien à jouer, on se sent bien à voir les rouleaux défiler ou à mettre les cartes sur la table que c'est du poker. Donc on oublie tous ces problèmes-là. On est sur de l'instant plaisir, de l'instant avec de l'adrénaline. Moi, je joue pour jouer sans limite par rapport à d'autres joueurs qui, eux, vont être raisonnables. Avoir cette raison et la raison de se dire je mets 50 €, j'en gagne 50, c'est super, je m'arrête. Moi, si je mets 50 €, j'en gagne 50, je vais avoir 100 €, et les 100 €, moi, je vais les jouer. Justement, cette limite de s'arrêter, on n'a plus de limite, en fait, quand on est joueur comme moi. Il n'y a pas de limite, en fait, il n'y a pas d'arrêt. On ne sait pas se dire stop. À la fin, je ne jouais plus que pour jouer. Je me suis aperçu que je gardais toujours assez d'argent pour pouvoir rejouer le lendemain. Quand je travaillais le soir, je jouais la nuit et je faisais encore un pari avant d'aller me coucher. Comme ça, au réveil, je pouvais savoir exactement combien j'avais gagné ou perdu. Je faisais des paris toute la journée. Je jouais quand j'allais promener le chien, quand je faisais les courses, au moment de me coucher et même au travail. Tout tournait autour de ça. Pour moi, ce n'était que des chiffres. Le pire, c'est que je n'avais pas d'argent en main. Tout était sur le compte de la plateforme de paris sportifs Tipico. Donc dans ma tête, c'était juste des chiffres. Un sondage révèle qu'en Allemagne, environ 1 300 000 personnes sont accros aux jeux d'argent. À cela, il faut ajouter 3 250 000 personnes qui ont un comportement à risque, une pratique abusive des jeux. C'est un énorme problème.
Non seulement les paris sportifs, les jeux d'argent en ligne et le loto sont au cœur de la société, mais l'addiction aux jeux est un phénomène répandu dans la population. Donc il est urgent et impératif de mettre en place une politique de prévention. La quête du plaisir immédiat n'est pas nouvelle. Elle est aussi vieille que l'humanité. Mais les goûts et les pratiques varient d'un pays à l'autre. En France, on ne joue pas comme en Allemagne. Voilà pourquoi l'Union européenne laisse aux gouvernements nationaux le soin de réglementer les jeux de hasard. L'histoire des jeux en France s'est construite autour d'un cadre général de prohibition. Quand la France est rentrée dans sa période industrielle avec la valorisation du travail, et il y avait une sorte de dimension immorale de pouvoir gagner de l'argent sans travailler. Et puis également pour des questions de sécurité publique, parce que la gestion des jeux d'argent, l'offre de jeux d'argent a toujours été associée à des problèmes de criminalité. Pour toutes ces raisons, donc, on est dans un régime de prohibition qui a connu des exceptions historiques qui ont commencé du temps de la royauté, notamment de François Ier. Donc on se situe au début du XVIe siècle en France, qui va instaurer une première loterie, une loterie royale. Aujourd'hui encore, les jeux d'argent représentent une manne pour l'État. Le PMU est une spécificité française. Ces points de vente font partie du paysage. Le Paris Mutuel Urbain détient le monopole sur les paris hippiques qu'il contrôle et encaisse. Une autre structure est responsable des jeux d'argent en ligne, l'Autorité nationale des jeux, l'ANJ. Casinos en ligne, c'est une des particularités du marché français, sont tous interdits. Le choix n'a pas été fait pour les jeux de casino en ligne, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est qu'il existe une offre de casinos terrestres très importante en France et qu'il convient de préserver ce maillage économique français. La seconde explication tient au fait que les jeux de casino en ligne sont considérés comme potentiellement les plus dangereux. Et l'État français en profite aussi. Les recettes fiscales s'élèvent actuellement à environ 5,5 milliards d'euros par an. Ça peut être une vision erronée et à court terme de penser que globalement l'État gagne. L'État perçoit une taxe importante, mais la face cachée des jeux d'argent, donc derrière les joueurs problématiques, premièrement, il y a de la détresse humaine, c'est-à-dire les pertes de vie humaine, les désagrégations de familles, les pertes d'emploi, les conséquences sanitaires également, qui payent la prise en charge pour venir en aide à ces personnes. In fine, c'est l'État aussi. L'hôpital Saint-Jacques de Nantes est l'un des établissements publics où les personnes atteintes d'addiction peuvent trouver de l'aide. Bien qu'interdits en France, les jeux d'argent en ligne ayant une licence d'un autre pays sont en plein essor. Cette filière, dont la clientèle est plutôt jeune, est encore relativement récente, mais ses dangers sont bien connus. On sait qu'environ 40% des sujets présentent un risque suicidaire au moment où ils débutent les soins et environ 20% de notre file active avaient déjà fait une tentative de suicide en lien avec les problèmes de jeu. Donc on sait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui est d'autant plus importante à évaluer qu'on peut être faussement rassuré par le fait que le patient n'est pas déprimé, par exemple. Souvent, on associe le risque suicidaire à la dépression, mais il y a des joueurs pathologiques qui passent à l'acte, qui se suicident alors qu'ils ne sont pas déprimés, mais parce qu'ils ne voient plus de solution pour faire face à l'impasse dans laquelle ils sont en raison des dettes, par exemple, et ils ont réussi
à cacher leurs dépenses liées au jeu à leur entourage. Ils veulent surtout pas être démasqués, et plutôt que d'affronter finalement le regard réprobateur ou parce qu'ils se sentent très honteux, ils vont faire le choix, mais alors est-ce qu'on peut vraiment parler de choix dans ce contexte, de se suicider plutôt que d'assumer finalement les pertes financières. À Malte, Eldorado des casinos en ligne, on est conscient depuis longtemps des risques pathologiques du jeu compulsif. Les casinos ont une procédure bien huilée pour répondre aux appels dits suicidaires. Un homme qui travaille toujours dans le secteur a accepté de donner une interview, mais uniquement par téléphone, en raison du danger encouru. Parfois, je reçois un coup de fil et j'ai le sentiment, ou le client me dit d'emblée, qu'il s'agit d'un appel suicidaire. Je contacte alors une personne autour de moi ou quelqu'un qui est chargé d'appeler la police dans cette zone, parce que le client risque de mettre fin à ses jours. Et ensuite, on transmet les informations aux forces de l'ordre qui se rendent au domicile du joueur pour vérifier comment il va. Et vous restez au téléphone? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être au bout du fil alors que la police frappait à la porte? Oui, ça m'est arrivé. J'ai reçu des appels de joueurs et j'ai attendu avec eux au téléphone l'arrivée de la police. Jusqu'à 1 heure, voire plus. Parfois, dans ce genre de situation, on entend la police frapper à la porte. Et vous devez les faire parler pour qu'ils ne raccrochent pas. Oui, bien sûr, et ça peut être compliqué. Mais quand on reçoit ce genre d'appel et qu'on sait que la police arrive, on se sent un peu mieux parce qu'on se dit que la vie de cette personne n'est plus entre nos mains, mais entre celles des forces de l'ordre. Dans ces cas-là, c'est supportable. Mais il arrive qu'au bout d'un moment, on ne puisse plus joindre le joueur et qu'il raccroche. Et on ne sait pas si la police est venue ou pas. On ignore ce qui s'est passé exactement. Bien sûr, le joueur n'est plus autorisé à jouer sur notre plateforme. Donc on ne le verra plus et on n'entendra plus jamais parler de lui. Au-delà de ces interventions de dernière minute, il est possible de protéger efficacement les joueurs, comme on peut le voir en Autriche. Ici, des avocats ingénieux ont trouvé un moyen de combattre l'industrie des jeux de hasard avec ses propres armes, l'argent et l'appât du gain. Sont visées les plateformes qui proposent des jeux d'argent en Autriche sans avoir de licence autrichienne et détenant uniquement une licence maltaise, par exemple. L'avocat Karim Weber a attaqué les casinos en justice pour les obliger à rembourser les mises de ses clients. Et il a obtenu gain de cause. Il ne cache pas qu'il n'agit pas par idéalisme. Mais il n'est pas le seul à en tirer beaucoup d'argent. Les sociétés dites de financement de procès avancent les frais de justice et touchent une part sur les remboursements. Bref, tout le monde y trouve son compte, sauf les casinos. Le client voulait bel et bien jouer. Mais il ignorait que la société Mr Green et les autres opérateurs de jeux d'argent n'avaient pas de licence autrichienne et disposaient seulement d'une licence maltaise, ce qui ne suffit pas en Autriche. Les contrats sont donc sans valeur et peuvent être annulés. Mon client formule 2 requêtes. D'abord, il fait valoir l'enrichissement sans cause au vu du contrat invalide. Autrement dit, il doit être traité comme s'il n'avait jamais joué. Ensuite, il réclame des dommages et intérêts, car compte tenu de l'entorse à la réglementation autrichienne sur les jeux d'argent, il a subi un préjudice, à savoir ses pertes au jeu. Sur la base de ces 2 éléments, il peut demander à être remboursé, même s'il a joué de son plein gré. Vous pensez qu'ils comprennent l'allemand et qu'ils se trouvent quelque part en Autriche, en Allemagne ou en Suisse, et pas dans un lieu inaccessible, je ne sais où, sur une île. On a déjà intenté des procès avec à la clé jusqu'à 2 millions par joueur. On n'imagine pas le nombre de personnes qui perdent leur entreprise ou leur héritage au jeu.
Même moi, j'avais sous-estimé le problème. Au début, je pensais que j'engagerais peut-être 500 procédures en lien avec les jeux d'argent. Finalement, en 2 ans, j'en ai engagé près de 10 000. J'ai le sentiment que les jeux d'argent sont un véritable fléau social. D'après certaines études, 1/3 de la population joue. Et même si je me réjouis à l'idée de toucher des honoraires, même si les sociétés de financement de procès et les opérateurs de jeux d'argent s'en frottent les mains, il faut penser aux tragédies qui se jouent. On ruse avec l'addiction. Tous ceux qui sont passés par là savent qu'on se débrouille toujours pour parvenir à ses fins. Je pense qu'on peut même en venir au vol. Quand on n'a plus d'argent pour jouer, on s'arrange pour le trouver ailleurs. Je connais des histoires franchement dramatiques. L'un des cas les plus poignants que j'ai traités était celui d'un joueur qui est arrivé dans mon cabinet avec un jogging et un sac de sport. Il avait perdu 150 000 € auprès d'une grande entreprise de jeux d'argent et il sortait de l'hôpital psychiatrique parce qu'il avait fait une tentative de suicide. Certaines personnes partent vraiment à la dérive. Et il est clair que c'est un grave problème pour la société. J'ai déjà gagné un procès et plusieurs autres décisions de justice m'accordent le remboursement de mon argent. Mais c'est pas facile de faire exécuter ces décisions par les casinos qui sont censés payer. Parfois, ils ne réagissent même pas. Ils ne réceptionnent pas les lettres qui leur sont envoyées. Tous ces courriers, ces documents sont retournés avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ». Nous avons engagé une nouvelle procédure contre Mr. Green. Et mon client a pu obtenir un jugement définitif contre cette société. Autrement dit, il a gagné au tribunal. C'est exécutoire et sans appel. Mais Mr. Green ne paie pas la somme due. Alors maintenant, on l'aide à faire appliquer la décision à Malte. Faire exécuter des jugements d'autres pays à Malte n'est pas une mince affaire. Beaucoup de sociétés n'existent que sur le papier. Les adresses ne sont souvent que des boîtes aux lettres. Pire encore, pour repousser ou empêcher l'application de la décision, les entreprises et les autorités publiques travaillent main dans la main. Il faut dire qu'à Malte, l'industrie des jeux d'argent est placée sous la protection de l'État. L'une des difficultés qu'on rencontre actuellement est que l'administration compétente à Malte est en sous-effectif. Le procureur doit notifier les actions en justice aux autorités de l'île. Et en ce moment, ça prend des mois. En vertu du droit européen, l'usager peut porter plainte sur son lieu de résidence. Mais le tribunal doit malgré tout notifier la procédure à Malte. Pour cela, il doit passer par le service de notification maltais. Et si ce dernier ne s'active pas, le procès reste en suspens durant des mois. C'est un problème pratique auquel on est confronté en ce moment. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que les casinos font pression pour que ce service ne dispose pas du personnel nécessaire, justement. C'est mon sentiment. À la Cour suprême de Malte, non seulement on retarde des notifications prétendument banales, mais on fait traîner les procès, surtout quand il s'agit de personnalités haut placées qui ont le bras long. Même après avoir été soupçonné d'être le commanditaire du meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia, le magnat maltais Jörgen Fenech est resté longtemps en liberté. Dans le complexe d'hôtels et de casinos de sa famille, Porto Masso, il vaquait à ses affaires. Il a été contacté par Isclif Farrugia, alors directeur de l'autorité de régulation. Un responsable de l'autorité de jeux d'argent propose d'aider le propriétaire du casino à rédiger des courriers en réaction à une enquête en cours qui pourrait dévoiler des opérations de blanchiment d'argent dans son établissement, et ainsi de suite.
Ça montre que ces intérêts criminels ont bel et bien infiltré l'autorité régulatrice. L'assassinat de Daphne Caruana Galizia a été un choc. Pour la première fois, la situation politique du plus petit pays de l'Union européenne est devenue le point de mire du monde entier. Mais 5 ans plus tard, le commanditaire du crime n'est toujours pas condamné. Dans le centre de La Valette, la capitale, des défenseurs des droits civiques ont érigé un mémorial en hommage à Daphne. Même s'ils continuent à être entravés dans leur travail, les journalistes maltais perpétuent son héritage. Quelques semaines après les faits, la police a réussi à arrêter les tueurs à gages de la journaliste. Vincent Muscat est passé aux aveux et a été condamné à 15 ans de prison. Les frères Georges et Alfred Di Giorgio ont chacun écopé d'une peine de 40 ans en octobre 2022. Mais le procès contre le présumé commanditaire Jürgen Fenech est toujours en attente. À ce jour, le meurtre n'est toujours pas élucidé. Mais une chose est claire, la journaliste enquêtait précisément sur ce réseau. Elle faisait des recherches pour savoir en quoi la classe politique était impliquée dans le blanchiment d'argent lié aux jeux en ligne et orchestré par la mafia italienne. Deux ans après l'assassinat, le Premier ministre Joseph Muscat a dû démissionner, notamment à cause de ses liens avec Jürgen Fenech. Lorsqu'il est informé de son arrestation imminente, Jürgen Fenech tente de s'enfuir dans son yacht le matin du 19 novembre 2019, mais il est arrêté non loin de la côte. Là, le tableau s'est encore assombri. Lorsque Daphne Caruana Galizia a été assassinée, il est apparu que la personne qui était accusée d'avoir orchestré son meurtre était et est un acteur de l'industrie du jeu. On en a appris davantage sur cet homme, Jürgen Fenech, qui doit être jugé pour l'assassinat de Daphne. Avec son histoire, son téléphone et ses affaires, on a vraiment compris à quel point ses activités étaient sombres et dangereuses. Depuis, le milliardaire est en détention provisoire à La Valette et attend son procès. 5 ans après le meurtre commandité, la procédure pénale n'a toujours pas commencé et l'affaire n'est pas encore totalement élucidée. Mais ce qui se passe à Malte paraît bien loin. Et dans le monde scintillant des jeux d'argent en ligne, seule compte la promesse de gains rapides. Ce sont surtout les hommes, pour la plupart âgés de 25 à 35 ans, qui se laissent séduire. Si pour une poignée d'entre eux le rêve se réalise, la banque, elle, gagne à tous les coups. Mathias, un ancien joueur compulsif, a appris à ses dépens que l'on ne s'intéressait qu'à son argent. Quand j'ai traversé ma deuxième phase critique, même topo. Je n'ai pas eu de message de la part de Tipico. Ils ne m'ont pas informé que mon compte était en surchauffe. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais un problème d'addiction au jeu ou si j'avais besoin d'aide. Rien. Pour eux, l'essentiel, c'est qu'il y ait une carte de crédit pour qu'ils puissent débiter l'argent, ou un compte PayPal, ou bien n'importe quel autre moyen de paiement. Tout le reste, ils s'en moquent. Depuis toujours, il existe des dispositifs juridiques qui obligent les sociétés de jeux d'argent à intervenir auprès des clients s'ils détectent un problème, à communiquer avec eux et éventuellement à les bannir. Nous avons étudié les systèmes d'interdiction de jeu
et plus de 99% d'entre eux reposent sur le volontariat. Ce sont les joueurs qui enclenchent eux-mêmes la procédure d'interdiction. Les opérateurs n'interviennent pas en amont. Dans le groupe, et je sais de quoi je parle, on commence par donner le nom du jeu auquel on a joué. Ensuite, on doit dire dans quel état d'esprit on est, comment on se sent en ce moment, et comment ça va moralement, est-ce qu'on a une envie irrésistible de jouer. Toutes ces questions sont primordiales. Quand on vient ici, c'est qu'on est vraiment en danger. Et c'est important de se sentir écouté dans le groupe. Puis on se demande quel sujet on veut aborder aujourd'hui. On parle de ce qu'on a vécu au cours de la semaine. Cette séquence est très importante. Même quand des joueurs pathologiques reconnaissent leurs problèmes et s'excluent eux-mêmes des salles de jeu, l'industrie ne leur facilite pas la vie. À grand renfort d'offres alléchantes, de publicité et de messages personnels, les casinos tentent de récupérer leurs meilleurs clients. À Malte, il existe des entreprises avec des centres d'appel qui réactivent les bases de données des joueurs. Ils contactent ceux qui ne jouent plus et leur offrent un bonus spécial pour qu'ils déposent de nouveau de l'argent dans leur casino. En contrepartie, l'entreprise prend un pourcentage sur les versements des joueurs jusqu'à ce qu'ils arrêtent à nouveau de jouer. Ils essaient de vous faire revenir par tous les moyens. Ça va des mails qui vous promettent tel ou tel bonus, aux appels téléphoniques, en passant par les SMS. Qu'est-ce qui est écrit? Que vous dit-on au téléphone? Ils me demandent comment je vais, comment ça se passe. Ils ont un bonus pour moi, je n'ai qu'à déposer un montant X et en échange, ils me créditent d'une autre somme. J'ai même reçu du courrier au domicile de mes parents, avec des cartes de membres qui ressemblent à des cartes de crédit et des bons pour jouer avec. J'ai même connu des joueurs qui ont perdu 300 000 € et qui ont ensuite été courtisés par des conseillères clients VIP de grands groupes. On leur envoie des messages personnels. Il y a un mois, un de mes clients a déclaré sous serment au tribunal qu'il avait reçu de Malte des bouteilles de whisky très chères. Des messages leur sont adressés presque tous les jours. « Tu nous manques beaucoup, comment ça va ?» Voilà comment les gens replongent dans les jeux d'argent. S'il s'agit de très gros joueurs, ils peuvent être invités à des événements, gratuitement et partout dans le monde. Quand un client qui joue 1 ou 2 heures par jour demande un bonus, qu'il se rend à ces événements 2 ou 3 fois par an, qu'il reçoit en prime des cadeaux à Noël et je ne sais quoi d'autre, il est toujours en contact avec la même personne de la plateforme sur laquelle il joue plusieurs heures par jour. Alors forcément, tous les deux finissent par nouer des liens d'amitié. Une ancienne employée qui passait ce genre d'appel nous parle avec une certaine gêne de son travail. Elle souhaite garder l'anonymat. Critiquer ouvertement l'industrie du jeu à Malte, c'est s'exposer à une mise à l'index. Je travaillais au service de réactivation des clients. J'appelais des gens quotidiennement. Je passais entre 80 et 120 coups de fil par jour. En gros, on répète sans arrêt la même phrase. On se présente, on leur explique le motif de notre appel et on leur offre un bonus ou quoi que ce soit d'autre qui puisse les appâter. L'employée du centre d'appel subissait un énorme stress parce qu'elle ne savait jamais dans quel état elle allait trouver les clients qu'elle appelait. Certains se mettaient en colère, d'autres étaient désespérés. C'est compliqué. On n'a pas reçu de formation. Donc on ne sait pas quels conseils leur donner. On ne sait rien de leurs finances et on ne connaît pas la situation personnelle de ces gens. On se dit, qui suis-je pour les conseiller ou écouter leurs problèmes personnels ? Enfin bref, c'est difficile. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on leur dit, parce que parfois ces personnes sont dépressives et elles peuvent craquer. On ne sait jamais comment elles vont réagir.
Ça varie d'un individu à l'autre. Certains disent juste « j'ai perdu beaucoup d'argent, ne m'appelez plus », d'autres ont une réaction plus émotionnelle et se confient. Donc ça dépend. Il m'arrivait de parler à des gens qui avaient peut-être la soixantaine, voire plus de 70 ans, et qui ne connaissaient rien aux jeux en ligne. Ils ne savaient même pas comment ça fonctionnait. Alors voir une personne de cet âge perdre son argent, je trouve ça assez triste. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et quand je regarde la situation en Allemagne, je dirais que plusieurs acteurs sont intéressés par cette manne financière. D'abord, il y a bien sûr les sociétés de jeux de hasard. Leurs modèles économiques, surtout s'il s'agit d'entreprises privées, sont axés sur la maximisation des bénéfices. Ensuite, il y a l'État, qui est évidemment partie prenante avec les rentrées fiscales qu'il réalise. En Allemagne, les jeux d'argent ont généré près de 5,3 milliards d'euros de recettes fiscales au cours de ces dernières années. Donc l'État est un acteur important. Enfin, en Allemagne, il y a certains médias qui sont eux aussi de la partie, puisqu'ils ont noué des partenariats avec les opérateurs de jeux, comme le journal Bild-Zeitung. C'est une constellation très complexe. Ces trois acteurs sont intéressés par l'argent, les bénéfices, les mises engagées. Et ça ne facilite pas le travail de prévention, ni la protection des joueurs et des mineurs. À l'été 2021, un nouveau traité fédéral sur les jeux de hasard a été ratifié outre-Rhin. Alors que les entreprises de jeux s'adaptent à la nouvelle donne, les employés de la GGL, l'autorité chargée de les surveiller, viennent à peine de s'installer dans leurs bureaux. Reste à savoir si ce nouveau traité sera efficace. La législation sur les jeux de hasard fait partie du droit réglementaire. Elle est donc du ressort exclusif des Länder, des régions allemandes. C'est pourquoi il y a aussi un traité fédéral par lequel les 16 Länder se mettent d'accord sur un corpus de règles communes. Avec les ministres de l'Intérieur et les chefs des chancelleries des Länder, les responsables politiques se sont engagés dans un long processus pour élaborer un ensemble de textes. Contrôler les jeux d'argent avec les deniers de l'État pour éviter les dérives est une bonne idée. Mais en Allemagne, les jeux en ligne sont si nouveaux et la législation si défaillante que ça ne peut pas fonctionner. À mon avis, le traité fédéral est un mauvais compromis, parce qu'il sert les intérêts des opérateurs de jeux. Le marché des jeux d'argent en ligne est libéralisé et légalisé dans le pays, ce qui s'accompagne de nouvelles incitations à jouer et de risques importants d'addiction. En plus des aspects réglementaires du traité sur les jeux de hasard, la taxation est particulièrement importante pour le marché allemand, parce qu'elle a un impact sur les prix. Concrètement, ça signifie qu'à l'avenir, les jeux autorisés ou les offres de jeux sur le marché légal seront 2 fois plus chers que sur le marché noir. Pendant de nombreuses années, le sujet a fait débat. Il y avait de très bons arguments dans tous les camps. Finalement, on a trouvé un compromis qui, sur le principe, n'est pas aussi mauvais que ce que certains l'affirment. Mais il reste une question. Est-ce que ce qui est écrit sur le papier est vraiment mis en pratique ? L'un des principaux objectifs du traité est de lutter contre la criminalité liée aux jeux de hasard, en particulier le blanchiment d'argent en Allemagne. La GGL peut-elle y parvenir ? La GGL est ni plus ni moins une structure de coordination. Ce qu'il reste encore à déterminer, c'est ce que les services chargés d'appliquer le texte pourront vraiment faire et de quelle façon ils pourront agir. Mais le problème, c'est qu'il manque de personnel et surtout de gens qualifiés pour ce type de mission. Un rapport récent du GAFI, une institution multinationale qui évalue les mesures prises par les États contre le blanchiment d'argent, montre pourquoi l'Allemagne est considérée comme un paradis dans ce domaine.
280 fonctionnaires travaillent dans 320 services différents. Il y a plus d'administration que d'agents. Et ce n'est pas là le seul problème. Il faut bien connaître les flux financiers, mais aussi les outils informatiques qui leur sont dédiés. Sinon, il est impossible de comprendre totalement et précisément comment les délits sont commis, d'où vient l'argent et où les profits sont réalisés. Je pense que les autorités allemandes sont bien armées pour lutter contre le phénomène mafieux, mais qu'elles ne sont pas suffisamment alertées sur le phénomène mafieux en lui-même. Autrement dit, elles ont sûrement les instruments d'investigation nécessaires pour traquer ces bandes, qui sont des groupes de personnes engagées dans des activités illégales. Donc, tout ce qu'il nous faut, c'est une vigilance accrue, une meilleure connaissance du terrain, assortie d'un niveau d'alerte supérieur. Il n'y a pratiquement pas d'interaction entre les autorités de surveillance des jeux de hasard et les autorités de surveillance des marchés financiers, alors que les problèmes sont étroitement imbriqués pour les jeux en ligne. Elles ne communiquent pas entre elles et se contentent de dire « ce n'est pas de notre ressort, mon service n'est pas compétent ». Il n'y a presque aucune coordination. À l'été 2020, avant l'adoption du nouveau traité, les services des douanes et les autorités de surveillance bancaire en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent échangent sur les jeux de hasard. Un responsable de l'agence de surveillance bancaire demande « c'est quoi le sujet ?» et son collègue de répondre avec une pointe d'inquiétude qu'on ne se débarrasse pas si facilement des jeux d'argent. La cellule de renseignement financier qui lutte contre le blanchiment d'argent alerte le ministère de l'Intérieur de son manque chronique de moyens. Personne ne veut porter le chapeau. La GGL ne pourra pas lutter seule contre les jeux d'argent illicites. Donc, en cas de pratique illégale, nous allons porter plainte. Il est important que les autorités de surveillance des médias interviennent en cas de publicité pour des jeux d'argent illégaux. Les autorités financières ont également un rôle à jouer. Donc, différents acteurs doivent agir en conséquence. À une question qui lui est posée, la cellule de renseignement financier donne une réponse qui ne va pas vraiment dans ce sens. Pour tout ce qui concerne le contrôle du blanchiment d'argent dans l'industrie des jeux de hasard, nous vous prions de vous adresser à l'autorité compétente en la matière. Il semblerait que la GGL soit toujours livrée à elle-même. Il est très difficile de faire respecter la loi dans le secteur des jeux en ligne, parce que c'est le droit international qui s'applique. Prenons l'exemple d'un opérateur basé à Curaçao qui accepte des clients en Allemagne. Est-ce qu'il doit, oui ou non, obtenir une licence allemande? Si la réponse est non, comment peut-on faire cesser son activité? Faut-il prendre un arrêté d'interdiction? Et que faire si on n'a pas l'adresse de la société pour le lui notifier? Et puis, il y a plusieurs langues qui entrent en jeu dans cette affaire. Il s'agit d'un sujet hautement technique. Alors, ce n'est pas une priorité parce que c'est très complexe et que les dommages ne sont pas clairement établis. Entre-temps, la GGL est en partie opérationnelle. Depuis le 1er janvier 2023, elle contrôle elle-même les jeux de hasard. Autrement dit, elle est chargée de délivrer les licences allemandes, d'assécher le marché noir, de mettre fin au blanchiment de fonds et de protéger les joueurs de l'addiction. Les professionnels ne semblent pas spécialement impressionnés par ces mesures. Le fait que l'Allemagne réglemente l'activité n'est qu'un défi technique de plus. Nous devons nous plier aux directives allemandes. Mais ça n'a pas d'impact majeur. Certains marchés et certaines autorités de régulation, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, sont confrontés à un défi de taille. Internet est ouvert et accessible à tous. Si vous avez envie de jouer, vous pouvez le faire. Si vous voulez acheter de la drogue en ligne, c'est possible. On peut faire quasiment tout ce qu'on veut sur la toile. On peut toujours jouer en ligne quelque part, légalement et en toute sécurité. Surtout avec les nouveaux outils comme la crypto-monnaie et un site de licence basé à Curaçao accessible depuis différents pays. Les notions de légalité et de sécurité sur Internet sont sujettes à interprétation. Pour enrayer le crime organisé dans l'industrie des jeux d'argent, le droit fiscal reste cependant l'arme la plus efficace. Josif Galea a été condamné à 2 ans et demi de prison pour fraude fiscale. C'est une petite victoire pour l'État.
Mais la lutte contre les jeux de hasard illégaux en ligne est moins une question de hasard, justement, que d'expertise concertée et de volonté.